Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore parler de Warhammer The Old World. Aujourd'hui, on va faire, on va pas dire une revue de l'Arcane Journal de March of Chaos, mais l'idée de voir qu'est-ce que Game Workshop nous propose. Comme je l'avais dit dans ma vidéo qui parlait de la FAQ, Game Workshop est content maintenant du livre de règles de base et est en train de peaufiner les hordes sauvages et les forces fantastiques. Donc là, on a eu un cycle de 9 Arcane Journal liés à des armées qui est annoncé, 3 Arcane Journal liés à Cathay et un Arcane Journal lié, on va dire, un peu au scénario, thématique, etc. Donc, moi, actuellement, je considère cet Arcane Journal comme le premier vrai Arcane Journal de type contenu supplémentaire. Car pour moi, les Arcane Journal liés aux armées, c'était littéralement que des listes d'armées alternatives qui n'ont pas mis dans le livre Force Fantastique et Horde Sauvage parce que je suppose qu'ils voulaient soit pas trop lourd, etc. et puis vendre des bouquins. Mais en vrai, ici, c'est la première fois ils vont nous proposer quelque chose de dire, voilà, des suppléments, vraiment, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu, qu'est-ce qui va diriger le jeu. Et pour ma part, je trouve qu'ils ont très bien fait ça dans cet Arcane Journal. Alors, l'avant-dernier, donc celui, le sac du Westerworld, enfin du Westerland, je sais plus trop, était intéressant, mais j'ai l'impression qu'il était, on va dire, un peu sorti vite en rush. Celui-là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bien travaillé dessus, bien essayé d'aller vraiment au fond, d'amener quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet Arcane Journal ? Beaucoup d'histoires, de lore qui se développent, des règles pour de la magie, la nouvelle liste d'armées, des nouveaux objets magiques, et surtout, plein de petites choses disséminées à gauche-droite. Donc au niveau du lore, ça je vous conseillerais de lire la traduction lorsqu'elle sortira en VF sur le War Forum. Parce que c'est quand même intéressant, voilà, on apprend pas mal de choses sur où sont les grands sites d'importance pour les guerriers du chaos, comment ils ont démarré leur invasion, qu'est-ce qui s'est passé entre le dernier Arcane Journal et celui-ci, enfin voilà, plus ou moins. Donc c'est vraiment intéressant d'aller plus loin, il décrit les bannières, il décrit la langue sombre avec les différents inscriptions. Ce que je trouve déjà très bien, c'est-à-dire que si on écrit des choses sur la bannière, ça peut avoir du sens, et je trouve ça vraiment sympa de rajouter, c'est pas grand-chose, mais je trouve que ça rajoute énormément de profondeur aux armées et au jeu actuellement. Et puis on va passer vraiment à la partie qui nous intéresse, le supplément qui a été fait, c'est-à-dire, donc, oui, ici on va faire un petit aparté, il y a un scénario qui est proposé, qui est très intéressant, avec une attaque-défense, donc un attaquant en supériorité numérique par rapport aux défenseurs au nombre de points, et avec surtout une petite force de renfort qui consiste en Mayoing et 3 lanternes. Jolie quand même force de renfort. Donc voilà, avec des conditions de victoire, comment fonctionnent les renforts, comment fonctionne le développement, voilà. Un chouette scénario, ils en ont déjà mis beaucoup, mais là ils rajoutent dedans, ça fait toujours plaisir. Et c'est toujours bien de jouer une ou deux fois pour voir si c'est sympa, pour pimenter un peu avec quelqu'un qu'on joue souvent. Et donc, on va arriver à la partie la plus importante, les vents de magie, le rassemblement des vents de magie. Donc, il précise déjà que ce n'est pas spécialement quelque chose qui doit être joué tout le temps, mais qui est une sorte de supplément d'add-on, comme on pourrait penser à un jeu vidéo ou un jeu de société qui ont souvent des petites extensions à gauche-droite. C'est l'idée, c'est vraiment une petite extension de qu'est-ce qu'on veut rajouter à la magie pour que la magie soit plus intéressante que qu'est-ce qu'elle est actuellement. Donc, pour ça, ils vont introduire, donc premièrement, des nouveaux fiascos. Et quand je parle de fiascos, là je parle de fiascos parce que les fiascos dans le livre de règles actuellement, oui, ils sont un peu embêtants, mais à la limite, le pire, c'est le 8 ou 9 qui empêche le sorcier de lancer des sorts dans le reste du tour. C'est que si vous êtes au début de votre tour, ça fait en sorte que votre sorcier ne sert à rien. Mais sinon, les blasts, à part s'il est dans un régiment, souvent on néglige. Là, on change un peu. On a vraiment, je ne vais pas tous les lire jusqu'au bout, mais on a une grosse galette, force 10, PA4 qui dévie, et après le sorcier part dans le warp et est mort. Donc ça rappelle quand même très fort la V8, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui rappellent la V8 dans le jeu, et ça rappelle vraiment très fort la V8. Donc ça c'est vraiment, ça pique. Le deuxième c'est gros gabarit de force 8, PA3 qui ne dévie pas. Gabarit de force 6, PA2, petit gabarit de force 6, PA2. Une touche de force 4, et l'unité doit give ground. Non, c'est celui d'après. Ah oui, non, il devient un peu, je sais pas, étourdi, on va appeler ça comme ça. Et il a -1 pour lancer des sorts et dissiper les sorts jusqu'à la fin de la partie. Et s'il refait, il a -2, -3, etc. Le 10 et 11, l'unité doit faire un give ground, donc un CD du terrain. Et s'ils peuvent pas céder du terrain, ils se prennent une touche de force 6. Le sorcier se prend une touche de force 6 PA2. Et le dernier qui fait vraiment penser encore une fois à la V8, c'est le sorcier perd un niveau de magie
il perd le sort qu'il vient de lancer, et il peut plus le lancer pour le reste de la partie, et il ne peut plus lancer de sort de la fin du tour. Donc, des vrais fiascos qui disent « Ouh, j'ai pas envie de rouler 2 dés sur ce tableau-là ». Autant dans l'actuel, bon voilà, on s'en sort quand même bien. Là, vraiment, je pense ici, tu as un personnage sur dragon sorcier qui vaut 300, 400, 500 points. Là, pour l'instant, tu lances tous les sorts parce que c'est pas grave le fiasco. Là, tu te dis, bon, est-ce que je vais vraiment essayer de perdre un personnage sur un simple bonus qui, en fait, je peux m'en passer. Donc, assez intéressant. Ensuite, on passe au vrai premier supplément, la canalisation des vents de magie. Et donc ça rappelle encore une fois énormément la V8. Comment ça se passe? C'est qu'au début de la partie, chaque sorcier peut canaliser les vents de magie. En fonction de son niveau de magie, il peut canaliser un certain nombre de dés. Il a ses dés, et pendant plusieurs étapes de la magie pendant la partie, il peut l'utiliser. Premièrement, pour relancer, quand vous lancez vos sorts de manière aléatoire pour déterminer vos sorts, vous pouvez relancer un dé en dépensant un dé de votre réserve. Hyper intéressante. Vous pouvez dépenser un dé pour avoir une sorte de parchemin de pouvoir, vous lancez un dé supplémentaire et enlever le plus bas. Même chose pour la dissipation, mais il faut savoir donc, les dés sont associés à chaque sorcier, c'est-à-dire qu'un sorcier ne peut pas les piocher dans les dés d'un autre joueur, de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, dans leur pool de canalisation. Il peut, pour 2 dés au lieu d'un seul, il peut tester de relancer un sort, très bien. Et alors le dernier que moi par contre je trouve qui est vraiment pas du tout bien, ça permet d'augmenter la portée contre, donc vous lancez un dé et ça augmente la portée. C'est un truc que je n'aime pas parce que c'est déjà difficile de bien se cacher de la magie, de bien se mettre, de bien se positionner. Là, ça rajoute une partie de dire, ah, si le mec, il a... Voilà, imaginons que vous jouez un niveau 3 qui a une boule de feu, vous en générez, on va dire 3, hein, c'est pas beaucoup, mais voilà, comme ça. Vous pouvez dire, il peut lancer potentiellement 3 boules de feu entre 25 et 30. C'est compliqué. C'est compliqué, donc je trouve que ça, c'est pas vraiment une bonne idée de l'avoir rajouté, mais les 4 autres, pourquoi pas de pimenter un peu la magie, parce que là, la magie actuelle, c'est vraiment, je lance 2 dés, tu essaies de dissiper, on applique les effets. Il n'y a pas de petit côté interactif, ou alors c'est juste un objet magique. Là, le fait d'avoir plein de pouvoirs disponibles avec une réserve de ressources disponibles, c'est vraiment, je trouve, très innovant, entre guillemets, dans ce qu'on a déjà eu dans la magie pour The Old World. Deuxième supplément à la magie, les arcanes magiques. Donc, on a un deck de 56 cartes, et on pioche dedans des pouvoirs qu'on peut utiliser ou non, de préférence il faut mieux les utiliser, et l'adversaire fait la même chose, et donc vous en avez 6 chacun, et il peut être utilisé à n'importe quand, enfin n'importe quand, selon les conditions, je veux dire, il n'y a pas de limite par tour. Ah non, oui c'est ça, mais un par phase, c'est ça. Donc on peut utiliser qu'un seul par phase, et une fois qu'il est utilisé, évidemment, il est à la poubelle. Donc c'est pour ça que vous avez des limites où il n'y en a qu'un seul par joueur, et là personnellement vous pouvez avoir jusqu'à 4 par joueur. Donc l'idée c'est aussi des petites, pas dire des ruses, mais des petits pouvoirs supplémentaires qu'on rajoute. Donc on garde la même base de magie, mais on rajoute des choses dessus qui vont être intéressantes. Donc ici on a le premier, le Tower Conjuration. Moi c'est celui que je déteste le plus de toutes les règles qu'ils ont ajoutées. C'est vraiment, je trouve que ça n'a aucun sens. Vous pouvez utiliser ça, et vous n'avez pas besoin de respecter la ligne de vue et la portée pour lancer un sort. Voilà, alors, pourquoi? Alors, ok, c'est qu'une fois par partie, mais je pense par exemple aux unités éthérées qui sont pas spécialement friands de la magie, de dire qu'au début, le premier tour, tu peux dire, ah, ma boule de feu, boum, sur tes gars là-bas au fond, là, qu'ils ont caché, et tu te prends les touches, et voilà, t'as plus d'unités, merci d'être venu. Ok, c'est du hasard, donc soit vous avez les cartes, soit vous avez le tableau pour les avoir. Sachant qu'il faut quand même un double 1, on a quand même peu de chance de l'avoir, mais je le trouve quand même qui n'a aucun sens, que ça casse les règles. Autant je veux bien rajouter des petites choses qui permettent d'utiliser les règles de plusieurs manières, mais là c'est vraiment, ah non, je m'en fous des règles de base de la magie, je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis pas très fan. Ça je l'aime bien, ça me rappelle les anciennes versions, n'importe quel magicien peut décider de dissiper, quelle que soit la portée de dissipation. Donc, et même s'il s'engage au combat. Donc c'est vraiment, lui dissipe, où qu'il soit, en utilisant cette carte. Ça, j'aime vraiment bien. Je me dis, ça c'est quand même sympa, parce que déjà c'est défensif et pas offensif. Et deuxièmement, ça tombe, vous l'utiliserez jamais de la partie.
Celui-ci, vous avez beaucoup de chances de l'utiliser dans la partie parce que vous voulez lancer des sorts. Mais la Dispel, ça peut arriver que vous n'en avez pas besoin parce que vous maîtrisez bien votre vos sorciers qui peut dissiper. Donc, voilà, je trouve que ça, c'est bien. Oui, il y a une condition, il peut pas être en train de fuir ou la stupidité, mais bon, ça c'est classique dans le jeu. Oui, donc ça c'est relancer un sort qui a déjà été lancé, donc ça rappelle un peu ce qu'on a eu plus tôt avec les dés de pouvoir, mais là, on va dire c'est plus aléatoire. Là, vous avez d'office les pouvoirs à votre disposition, c'est vous qui utilisez. Là, vous avez pioché quelque chose de hasard. Là, ça peut relancer le miscast, donc le fiasco, très intéressant, surtout avec les nouveaux fiascos. Alors, autant de base, j'aurais dit pro, on s'en fout, mais là, avec les nouveaux fiascos, ça fait plaisir. Alors là, ça permet donc de rajouter un D6, donc c'est un parchemin de pouvoir, mais surtout, ça fonctionne sur la dissipation fatidique. Et ça, je trouve ça très très fort, parce qu'il y a parfois une dissipation fatidique, vous te dites, oh, c'est pas un gros lancer, il y a vraiment moyen que ça passe, ben là, ça passera encore plus. Donc voilà, c'est intéressant. Donc ça c'est pour donc relancer un sort qui est raté et ça marche aussi avec les objets de sort. Donc ça mine de rien, c'est la petite phrase ici. C'est quand même pas mal parce que les objets de sort sont un peu, on va dire, ils ont très peu de bonus. Donc là ça ajoute un petit bonus. Mais attends, je me suis peut-être trompé dans celui-là. Ah oui, là c'est le sort. Ok. Celui-là c'est si le sort a été dissipé, vous pouvez le relancer. Là c'est s'il a raté, vous pouvez le relancer. Donc là, s'il a raté une dispel, vous pouvez immédiatement essayer de redissiper. Idem pour la dissipation fatidique. Donc vraiment, ils ont quand même bien pensé ça dans l'idée. Donc ça, un parchemin de pouvoir, vous ajoutez un D6. Et ça vous permet que si vous faites un double 1, vous évitez le fiasco. Là, vous lancez 2 fois sur le tableau de fiasco, vous choisissez la sentence. Aussi très intéressant. En fait, ça pourrait être un objet de sort qui n'existe pas encore dans le jeu, ça me choquerait pas, il serait vraiment très bien. Là, une dissipation automatique. Donc ça rappelle les parchemins en V7, en V6. Et oui, pourquoi pas. En plus, je pense qu'il n'y en a que 2 par armée, hein, celui-là. Que 2 par armée. Donc ça me choque pas. Et le dernier, évidemment, vous faites un pouvoir irrésistible, parce que vous faites n'importe quel double, sauf un double 1, et que vous ayez une plus haute valeur que le sort de base. Donc voilà, moi des 12 ploys, je sais pas, des 11 stratagèmes, plutôt qu'il y a 11 stratagèmes. À part le premier, je trouve qu'ils sont tous bien et assez bien équilibrés. Surtout que c'est annoncé à l'avance, on le sait, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de caché. Et donc, moi je trouve ça vraiment sympa et je trouve que les gens doivent essayer au moins. En fait, on doit essayer ce genre de truc pour voir ce que Game Workshop propose, si c'est bien. On peut pas dire sur ce papier ça va être nul ou bon. On doit l'essayer et voir si vraiment ça ne casse pas le jeu. J'ai pas l'impression, parce qu'il n'y en a pas tellement, c'est limité ce nombre, enfin, c'est pas limité par le nombre d'usages, mais il n'y en a que 6, donc mine de rien, si vous en craquez 2 au tour 1 ou au tour 2, vous ne vous retrouvez plus que 2 jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, c'est quand même intéressant, mais on doit les révéler, hein, si je me souviens bien. Bah oui, parce que puisqu'on lance les dés, on voit les résultats du copain, donc oui, on doit les révéler. Donc on le sait ce que l'adversaire a et on peut en jouer entre. Dernière chose, les ruses de sorcier, et ça je trouve que c'est un truc du plus... C'est vraiment, si vous voulez pimenter vos parties avec vous avez un adversaire, vous jouez souvent la même liste, vous jouez souvent les mêmes armées parce que vous connaissez bien, c'est vraiment, je trouve, la chose que vous devez essayer pour le fun. 25 points par sorcier, pour n'en avoir qu'une seule. Vous lancez au début de la partie et vous regardez ce que vous avez comme ruse. Escapologie, donc ça ressemble un peu à l'anneau rubis de ruine. Excusez-moi, l'anneau de Van Kerstein. Donc 1, 2, 3, quand il perd son dernier point de vie, vous lancez un dé. 1, 2, 3, il est vraiment mort. 4, 5, 6, hop, il revient avec un point de vie et vous avez peut-être sauvé 200, 300, 400 points, ça dépend de ce que c'est. Je trouve ça très drôle et hyper sympa. Ça peut être frustrant, on va dire, comme par exemple le Phoenix ou l'abomination, mais voilà, il faut imaginer que déjà, il paye 25 points, c'est pas gratuit, et deuxièmement, il y a un peu de fun derrière, et puis c'est un point de vie, donc il y a moyen de vite le rechercher si c'est un simple sorcier. Ouais, n'oubliez pas que c'est un sorcier, donc c'est pas non plus une grosse brute qui a ce genre de choses. Ici, donc, on va introduire une nouvelle mécanique qu'ils ont introduite pour les 4 prochains. C'est, vous allez chacun lancer un dé, additionner une caractéristique qui est décrite dedans, et il va y avoir 3 résultats, soit inférieur, soit égalité, soit supérieur. Donc à chaque fois les 3 bullets, les trois points ici. Donc ici, dans ce cas-ci, quand vous voulez faire une dissipation, le sorcier qui a cette ruse décide de lancer un dé et d'ajouter son niveau de...
Ouais, c'est ça. Donc votre sorcier décide d'ajouter son niveau de magie. Le sorcier qui a lancé le sort ajoute son endurance. Si c'est inférieur, le sort n'est pas dissipé et il passe. Si il est égalité, il est dissipé. Et alors, si il passe, enfin, s'il vous effet supérieur, il est dissipé et le sorcier perd un point de vie. Simple et implacable, sachant qu'avec les nouveaux fiascos, il suffit c'est plus facile de perdre des points de vie. Ça peut mettre certains sorciers en danger. Et voilà, alors ça reste un jet de dés avec comparaison avec des caractéristiques, mais ça reste sympa. Vol de sort, ça c'est un de mon préférés, quasiment. Donc, même chose, chacun lance un dé, vous divisez votre niveau de magie tous les deux par 2, donc ce sera 3, 4, plus 2, 1, 2, plus 1. Et égalité, enfin inférieur, le sort passe, égalité, le sort dissipé, supérieur, le sort dissipé, et l'adversaire ne peut plus l'utiliser pour le reste de la partie. Pour casser des combos d'armée, pour embêter un sorcier qui est là que pour lancer un projectile magique, ben en fait il n'en a plus. Voilà, pour ça c'est vraiment sympa et ça fonctionnera. Je pense que ça fonctionne bien. Ici aussi dissipation, vous lancez chacun un dé. Donc votre sorcier ajoute son niveau de magie, l'autre ajoute son initiative. Donc inférieur, ça passe. Égalité, c'est dissipé. Supérieur, le sorcier qui a lancé le sort se le reprend dans la tête, donc dans lui ou dans son unité, s'il est dans une unité. Simple et efficace, un petit rebond qui fonctionne bien, miroir à miroir. Même chose ici, vous lancez un dé, vous lancez 2 dés, excusez-moi, et vous additionnez votre niveau de magie. L'adversaire lance un dé et ajoute son commandement. Et encore une fois, inférieur, le sort passe, égalité, le sort est dissipé, et surtout, si c'est supérieur, vous le dissipez et tous les sorts encore en jeu. Et enfin, Spill Eater, donc mangeur de sorts. Donc vous lancez, donc vous dissipez automatiquement. S'il a fait un pouvoir résistible, vous pouvez le tenter de le dissiper sur un pouvoir résistible vous-même. Bon, faut vraiment avoir une capacité en CD une confiance en CD assez élevée. Et la prochaine fois que vous lancez un sort, ils peuvent utiliser la puissance du manche-sort et ils jettent 3 dés au lieu de jeter 2 dés et il prend les 2 meilleurs. Et ça peut aussi empêcher un fiasco avec le double 1. Donc, quand même 3 manières qui tournent autour de la magie assez intéressantes, et il précise bien d'éviter de les additionner, parce que je pense que ça ferait un peu, on veut tout mettre dedans dans un truc où vous faites salade, tomate, oignon, etc. Normalement, trop c'est trop. J'aime bien la canalisation, excusez-moi, parce que il n'y a pas d'aléatoire entre guillemets, on sait ce que l'adversaire a, il y a juste combien on va en générer, qui est un peu aléatoire mais pas trop, parce que c'est 1 à 3, 2 à 4, 2 à 6 et 2 à 7, donc ok, ça peut être dégueulasse si l'adversaire roule plus, mais ça c'est pendant toute la partie, pour tous les cas. Et puis les effets sont pas si puissants que ça, à part celui-ci que je trouve un peu fort, mais pas aussi fort que celui qu'on va voir après. Les arcaniques, les mastering arcaniques, par contre moi je suis plus... Je les aime bien, mais déjà que c'est aléatoire, donc on peut pas vraiment compter dessus. Sachant que l'adversaire va en avoir aussi, il faut dire ok toi t'as laquelle, celui-là c'est celui-là, c'est celui-là, ok. Je suis un peu moins fan, mais je trouve qu'en partie campagne ou quoi, ça peut vraiment être sympa de dire cette round-ci, on joue ça en plus, ou alors une round sur 3, on le joue pas, etc., de rajouter dessus, ou si vous avez, encore une fois, vous affrontez toujours le même joueur, ça relance un peu la chose. Et les ruses, ça par contre j'adore. Ok, il y a l'aléatoire derrière, mais ça concerne qu'un personnage. Et surtout, il y a le côté lancer un dé pour appliquer l'effet. Ceux d'avant, l'effet est appliqué, et puis voilà. Là, il y a un côté où vous pouvez vous défendre, entre guillemets, vous pouvez essayer de dissiper la ruse que l'adversaire fait, sauf la 6. Enfin, sauf la 1 et la 6, on va dire. Mais voilà, il y a ce côté un peu plus attaque-réponse que j'aime bien. Donc, de ces 3 suppléments, moi, encore une fois, je vais vous le dire, ça me fait penser à la version 8, quand ils ont sorti le supplément Vent de Magie. Alors, le supplément Vent de Magie était pas très bon, mais c'était dans l'idée, c'est qu'on a la magie de base, on va rajouter une couche de règles dessus qui est optionnelle. Mais là, c'est la même chose. Là, sauf qu'ils ont rajouté 3 couches de règles qui sont. Donc, ils conseillent de jouer souvent la canalisation et les ruses, ou les arcanes et les ruses, ou juste les ruses toutes seules, ou juste potentiellement la canalisation toute seule. Donc, il y a un côté où on fait un peu à la carte, un peu de ce qu'on veut. C'est un peu comme le match play guide donc ils ont sorti pour les objectifs. Ils disaient bien, c'est un supplément. Maintenant, tout le monde l'a adopté. Voir ici ce que on va dire l'ensemble des joueurs vont adopter. Je pense quand même que la canalisation va être le plus adopté de ce que j'ai vu, parce que c'est le plus léger, le plus fun à jouer, fun à faire de base. Donc
Voilà. Donc voilà, Game Workshop propose quelque chose qui marche dans toutes les conditions. Donc le débutant, il va pas jouer avec ça parce que ça rajoute beaucoup à la magie actuelle, mais dès que vous voulez un peu renouveler le jeu, vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser pour des campagnes, vous pouvez utiliser pour du narratif sur le côté avec des gens, etc. C'est vraiment un bon contexte pour ça. De la compétition, ben, pourquoi pas. Moi, si un tournoi me dit on applique ça, ben voilà, je vais m'entraîner pour essayer de l'avoir, pour au moins les connaître et savoir comment jouer avec. Ça me semble vraiment un bel ajout. Ensuite, on va passer donc à la partie aussi encore plus poussée. Là, c'est vraiment dans une narrative pure que Game Workshop propose. C'est des nouveaux profils pour le champion de la ruine et le chef de guerre de la ruine ou le chef de meute de la ruine. Donc, c'est une sorte de héros exalté, pas dire de Wish, mais c'est plus ou moins ça. Hein, c'est C6, 3 points de vie. Bon, il a 4 attaques, l'héros exalté, donc les commandements 9, je pense, et force 5, mais de Wish, parce que voilà, mais ça ressemble fort au héros exalté. Il a l'armure du chaos, les attaques ensorcelées, l'œil des dieux, la marque du chaos Undivided et le rallying cry. Et en fait, ce personnage est ultra personnalisable. C'est-à-dire que il a la personnalisation, on va dire, classique des guerriers du chaos. Il peut avoir accès au dragon, clin d'œil. Mais il a surtout accès aux dons du chaos et aux mutations du chaos des zombies. Il peut lancer 3 jets, enfin, il faut lui payer 3 jets sur le tableau que je vais vous montrer plus haut. Et il a 100 points d'objets magiques. Même chose pour celui-ci, c'est une sorte de Beast Lord, mais un peu de Wish aussi. Il a quand même l'endurance 5, lui. Même chose, il peut prendre des dons du chaos, des mutations du chaos, 3 rôles sur le tableau au-dessus, et il peut avoir 100 points d'objets magiques, toutes les règles des zombies, parce que les zombies, ils ont plein de règles spéciales, parce qu'ils sont cool. Et donc c'est quoi? C'est simplement booster votre personnage comme s'il avait des points d'expérience. Moi, ça me fait penser au jeu de rôle, où par exemple il y avait aussi le cas dans Blood Bowl, où c'était un truc où on lançait des dés et les personnages gagnaient de l'expérience, enfin de partie en partie, lors d'une ligue ils gagnaient de l'expérience. Ben, c'est la même chose. Bon, les 2 et 3 c'est très négatif, donc stupidité et moins en commandement, ça pique. Ici, stupidité, non, impétueux, et il a -1 test d'impétuosité quand il le fait. Et là il a -1 avec la stupidité. Puis c'est là, on améliore la PA des armes. Là, on améliore les points de vie. Ici, on améliore la CC, l'initiative. Donc ça, c'est vraiment plus nul. On s'en fout l'initiative. Arrêtez avec ça. Ou alors vous l'avez mal écrit, mais on s'en fout pour l'instant l'initiative. Vous avez la haine de tout le monde. Vous avez plus en endurance, évidemment, parce que voilà. Vous avez plus en force. Vous avez la régénération. Et si vous l'avez déjà, la régénération 5+. Si vous l'avez déjà, plus en régénération. Et là, évidemment, un des 3 d'attaque jusqu'à un maximum 7, parce que voilà, 7 c'est trop, et plus en commandement. Donc, l'œil des dieux sous stéroïdes, mais ressemble très fort à ce qu'il y avait en V8, encore une fois, avec un œil des dieux, avec un peu de punition, mais surtout beaucoup de choses positives, et surtout des choses très diversifiées. Alors, ok, c'est que des boosts de caractéristiques, mais voilà, ça améliore quand même le personnage de bout en bout. Et donc, comme ces personnages peuvent payer 3 rôles dessus, je pense que la plupart des gens vont quand même le payer et jouer s'ils font une narrative, parce que ça rajoute énormément. En plus de pouvoir mettre des mutations et des dons du chaos dessus. Donc très chouette ajout pour faire ça. Et j'ai hâte qu'ils fassent la même chose sur tous les livres d'armée. Roi des tombes, orc, des personnages gobelins qu'on peut personnaliser, trop chouette. Des personnages de l'Empire, il y en a aussi beaucoup, que ce soit des prêtres guerriers ou des capitaines ou des généraux de l'Empire. Des personnages bretoniens, avec les personnages bretoniens, c'est trop chouette, créer son chevalier, tout ça. Voilà, hâte de voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines Arcane Journal si ça fonctionne. Et ensuite, on va arriver au gras de ce qui nous attend, la nouvelle liste des Hordes du Chaos. Donc, Arcane Journal qui est annoncé quand même depuis assez longtemps, je vous en ai parlé dans la vidéo rumeur, un mixte, homme-bête, guerrier du chaos. On reforme la Horde du Chaos comme en V5, je pense. En V5 ou V6. Non, c'est en V5, je pense. Le problème étant, c'est que j'ai l'impression que c'est plus les guerriers du chaos avec un peu d'homme-bête dedans. Mais quand même très intéressant. Parce qu'on peut essayer de mettre les forces ensemble, évidemment pas les faiblesses, mais les forces des deux armées. Donc, on a 50% de personnages, on a un seigneur du chaos, un prince démon et un seigneur des bêtes. Ok, 0-1, donc 0-1 par 1000 points, un sorcier exalté, donc un petit sorcier du... non, excusez-moi, un champion exalté, excusez-moi, un seigneur sorcier du chaos, et un grand chaman des hommes-bêtes, et puis les petits personnages, on peut les spammer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
en vrai, la limite là, elle n'est pas vraiment une vraie limite parce que vous voulez toujours quasiment vouloir, enfin c'est triste, hein, mais vouloir le Chaos Lord qui a des caractéristiques incroyables pour son coup. Et parce que maintenant le Prince Démon a été, on va dire, un peu taclé par la dernière FAQ, qui rend créature monstrueuse. S'il avait été resté en infanterie monstrueuse, je pense que le Prince Démon était un meilleur choix. Mais entre le Seigneur du Chaos et le Seigneur Umbet, je pense que le Seigneur du Chaos va quasiment d'office être choisi. En plus, il a des meilleures montures, il a accès à des objets magiques un peu différents, il donne la régène, il est plus tanky que l'Umbet, il ne doit pas payer pour l'invue, il a déjà l'invue de base, donc je pense qu'on va quand même prendre le Seigneur du Chaos. Par contre, l'inverse ici, moi j'ai envie d'avoir des Seigneurs Umbet, des sorciers Umbet. Les sorciers Umbet, ils coûtent moins cher, ils ont des meilleurs sorts élémentaires, et ils fonctionnent très très bien avec les masses d'unités que vous allez voir en dessous. Donc là, vraiment, on peut avoir le meilleur des deux, le meilleur combattant qui arrive du chaos et le meilleur chaman Umbet. Donc les petits personnages, il y a un nouveau qui est maître du culte, vous allez voir, c'est incroyable ce que Game Workshop produit. Moi j'adore quand ils rajoutent des unités comme ça dans les Arcane Journal, j'adore. 33% de base, donc beaucoup mais sans mal, c'est une horde. Vous devez avoir au moins des maraudeurs ou des guerriers du chaos, des gors ou des ungors, des cultistes, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, des warhounds, enfin des chiens du chaos autant que vous voulez. Si votre général est un seigneur du chaos, champion exalté ou prince démon, vous pouvez avoir des chosen en base, donc des élus en base. Les élus, on les voit pas beaucoup, donc je pense pas qu'ils soient en base, ça améliore. Et surtout parce qu'ils coûtent très cher. J'ai essayé de faire des listes. Dès qu'on dépasse les 15 gars, on est quasiment à 300 points. Compliqué. Et si votre général est un seigneur des bêtes, vous pouvez avoir des bestigors. En fait, entre les deux, c'est triste, mais là, les bestigors, je les préfère parce qu'ils coûtent moins cher, ils font plus ou moins la même taf. Ok, ils tankent pas aussi bien, mais en fait, je veux envie d'avoir aucun des deux, je veux juste avoir ça, essayer de faire le plus possible de 660 points de ça. En spécial, alors, on peut avoir des cavaliers maraudeurs, des chevaliers du chaos, des chariots du chaos, et si votre général est encore un gars du chaos, vous pouvez avoir des élus, des chevaliers élus en spécial, sinon vous n'avez pas accès du tout. Vous n'avez pas d'élus à cheval non plus, c'est même pas comme si ça passait de rare à spécial, vous pouvez pas en avoir. Ça, c'est un ajout que j'aime bien dans cet Arcane Journal. J'aime pas trop ceux qui permettent de passer d'une catégorie à l'autre, mais je dirais plutôt une espèce d'arborescence. T'as tel seigneur, t'as accès à tel choix, et si t'as pas t'as tel général, t'as accès à tel choix, et sinon, tu l'as pas du tout. Donc peut-être qu'ils vont faire ça dans les prochaines Arcane Journal, ça pourrait être intéressant, ou updater certaines listes d'armées actuelles pour que ce soit un peu plus cohérent. Et en rare pour 33%, donc souvent 666 points, un Chagot, très bien, 0-1, je sais pas, ils voulaient peut-être qu'on spamme le Chagot, c'est trop fort. Non, pas du tout. Des enfants du chaos, des minotaures, des dragons-ogres, et chimères, géants du chaos, sigor et gorgon. Donc là, clairement, on retrouve un mix entre les grosses bébêtes Umbet et les grosses bébêtes guerriers du chaos. Grande bannière, aspirant champion ou wargore de Umbet, classique, et les objets magiques. Vous pouvez prendre que les objets magiques de votre livre d'armée. Donc les figurines de Umbet ne peuvent prendre que des objets Umbet, et inversement. C'est un peu dommage, mais je m'y attendais parce que je pense que c'est trop compliqué pour Game Workshop d'équilibrer les deux en faisant des fusions, donc ils préfèrent les laisser dans des vases clos. Je trouve ça normal. Donc moi, ce que je pense de base, c'est que j'aime bien le côté horde, dans le sens où il n'y a que de l'infanterie quasi. Enfin non, il n'y a que de l'infanterie en base. C'est le but, hein, c'est une horde, c'est vraiment une marée qui avance. Et on peut jouer du chaos populeux. C'est-à-dire qu'en chaos, en général, une unité qui dépasse les 15 figurines, ça coûte très très cher. Ici, avec les Gors et le Ungor, on peut facilement monter à 25 ou 30 figurines, et ça fait vraiment un tapis d'unités. Et même avec les maraudeurs, si vous mettez ensemble maraudeurs et gore, on peut avoir vraiment 3 unités de 30 mecs. Je pense qu'on atteint les 660 points, parce que c'est 7 points le gore, donc 210 points, ouais. Un peu équipé avec un peu d'équipement, on arrive aux 660 points, vous avez 30, 30, 30. Ça peut être très bien, vous pouvez avoir très bien 2 packs de 30 et puis 2 packs de 10 Ungor derrière pour faire les flancs ou autres. Voilà. Je suis juste déçu qu'en spécial, pas une seule unité Umbet. Pourquoi les Umbet sont punis? Et c'est vrai que je dis que j'ai l'impression que c'est plus chaos avec un peu de Umbet, parce que pas de Razorgore, pas de char Umbet, pas de Santigore. Voilà, des Bestigors, c'est uniquement si vous prenez le général en Umbet, mais je pense que quasiment personne ne va le prendre. Donc voilà, il y a juste les monstres qui sont là qui disent coucou. Et encore, il n'y a pas pas la cocatrice, il n'y a pas le Payton, il n'y a pas... Comment il s'appelle l'immonde là qui a volé langue d'argent là, je sais plus. Enfin voilà, il y a que le Sigor et Gorgon, on va dire. Drangogre était déjà commun, donc ça change pas. Et ok, les Minotaures. Sauf qu'il n'y a pas de personnage. Ah si, il y a un petit personnage Minotaure, donc à la limite, pourquoi pas les Minotaures, ça passe. Donc quand même, j'ai l'impression que c'est plus une liste chaos
avec un peu d'hommes-bêtes dedans. Mais comme je vous dis, le but c'est de combler les forces des deux, donc la masse des hommes-bêtes avec l'élite et les meilleurs, on va dire, personnages des guerriers du chaos, et potentiellement peut-être, moi je me dis que des élus à cheval, ça peut être sympa si on le met pas sur le dragon pour mettre plus de points. Avoir un mec avec des élus, parce que les hommes-bêtes, c'est aussi le même problème, ils ont pas de bonne cavalerie. Les Centigores, je pense qu'ils ont une Seva 6+, Endurance 4, ok ça va, mais ils ont une Seva 6+. Mais là on peut dire, des hommes-bêtes ont accès à de la bonne cavalerie, donc les guerriers du chaos, ou de la très bonne cavalerie avec les élus, mais ça requiert évidemment le lord en général. Donc, moi je suis très content de cette liste d'armées-là, je trouve que c'est très bien fait, ils ont quand même bien poncé le truc et c'est équilibré. Cependant, les règles associées. On va commencer par l'union ici, Unholy Union, donc union, comment dire ça, pas sacrée mais désacrée, je sais pas comment on traduire ça exactement. Quand une unité d'homme-bête est à 6 pas d'une unité de guerrier du chaos, mais pas les personnages, vous pouvez reroll tous les hits de 1. Si seulement ils avaient déjà une règle pour ça, avec un test de commandement, ce serait quand même dommage. Inverse, si les guerriers du chaos sont... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Si les guerriers du chaos sont à 6 pas des hommes-bêtes, ils rerollent la touche pour 1, c'est bien, je me disais bien. Et tandis que si les unités hommes-bêtes, mais pas les personnages, sont à 6 pas des guerriers du chaos, ils relancent la blesse. Je trouve que pour les hommes-bêtes, c'est génial, parce que ça veut dire que potentiellement, s'ils réussissent leur test de furie primale, ils relancent la touche à 1 et la blesse à 1. Pas mal. Par contre, un petit contre-coup, vous allez voir que ça va venir plus tard dans le livre, il y a beaucoup, le terme de contre-coup arrive souvent. Vous avez -1 quand vous faites un jet de fuite. Quand vous êtes à 6 pas d'unité homme-bête, guerrier du chaos, enfin, voyez les dés. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, je pense que c'est la honte de fouiller ou un truc dans le genre, je sais pas. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Ça oblige de pas envoyer ces unités n'importe comment et de bien rester en horde, vraiment en marée qui avance. Oui, ça veut dire qu'on pourrait avoir un pack de maraudeurs et 2 packs de gore sur les côtés, ça pourrait être tout à fait viable. Oui, bon bah voilà, ça c'est une bonne règle, on va dire la reroll des 1 à la touche pour les guerriers du chaos et à la blesse pour les hommes bêtes, pas mal. Pour les dieux sombres, un personnage de la horde du chaos qui tue une figurine, donc en fait dans son adversaire dans un challenge, peut immédiatement lancer sur l'œil des dieux. Ok, pas mal. Et en plus de ça, le général, une fois par partie, peut relancer un œil des dieux. Je trouve ça génial, c'est une règle que je trouve qui aurait dû être de base pour les guerriers du chaos, parce qu'il y a un peu ce côté chercher le duel pour faire plaisir aux dieux. Mais je trouve cette règle très bien, et la reroll pour le général, génial, parce que ça lui permet d'économiser potentiellement 5 points pour mettre autre chose, au lieu d'avoir la faveur de dieu. Ça, j'aime pas du tout. Untrusting Allies, donc les hommes bêtes et les guerriers du chaos s'aiment pas, les personnages hommes bêtes restent dans les unités hommes bêtes, les personnages guerriers du chaos restent dans les unités guerriers du chaos. Pourquoi avoir fait ça? Je me disais c'était le moment de justement pouvoir mixer les deux et pouvoir faire des super chouettes en mettant l'un dans l'autre pour voir si ça fonctionne ou pas, faire des tests. Mais là on peut pas. C'est dommage, c'est vraiment très dommage. Et ils peuvent pas utiliser le leadership des autres personnages, etc. Vous voyez l'idée. Ça fait en fait une sorte de 2 armées alliées. En fait c'est des espèces d'alliés, des règles d'alliés mais un peu mieux. Je suis pas convaincu. Et dernièrement, c'est un peu la même règle que dans les Cavaliers du Chaos, Herald of Darkness. Si vous prenez un personnage de Khorne, vous devez prendre une unité de Khorne. Si vous prenez une unité de Nurgle, vous devez prendre un personnage de Nurgle. Voilà, pourquoi pas en vrai, ça change pas grand chose. Sauf que dans la liste, je pense qu'il n'y a que eux qui peuvent avoir des marques. Que eux. Et eux ici, donc ça veut dire qu'en vrai, c'est-à-dire que en fait, les marques, vous allez quasiment potentiellement pas les utiliser. Ensuite, nouveau profil, nouvelle unité, le culte du chaos, donc des espèces d'humains corrompus par le chaos qui décident de rejoindre, qui sont un peu des simples humains. Ben, le simple humain, il a un bon profil. Le culte magistère, pour 55 points, c'est rien du tout. Moi, mon échelle de points, quand je vois comme ça, je vois un prêtre guerrier, un sorcier de l'Empire. Dans ces écoles, je pense qu'un paladin, il doit être dans ce truc-là. Ben, il a CC5, donc c'est pas la meilleure CC, parce que je pense que le paladin a CC6. Mais il a force 4, endurance 4, 2 points de vie, initiative 4, 2 attaques. Donc moi, je vois, voilà, en fait, c'est vrai, c'est le prêtre guerrier, un prêtre guerrier, mais avec CC5. Sauf que il a un petit équipement sympa, vous allez voir plus tard. Il est niveau 1, donc ça compte comme 30 points, donc en fait il couvre que 25 points. Démonologie ou magie sombre, donc 2 sorts élémentaires très très forts, pas besoin de spécialement avoir un sort en particulier. Il peut avoir des armes, vous allez voir que son arme est meilleure. Et il peut surtout avoir embusqueur pour 5 points et 25 points d'objets magiques. Ce qui fait en sorte qu'il crée
Game Workshop crée une quatrième catégorie de personnages. Donc il avait créé les très gros personnages, donc il y a ça 100 points, le duc, le seigneur du chaos, le général, le chef homme bête, etc., les gros chamans. Ils avaient créé une catégorie intermédiaire à 75 points. Ils ont créé une catégorie à 50 points, les héros classiques comme en V7, V6, V7, V8. Et maintenant, ils ont créé les sous-héros, on va appeler ça. Donc, il y avait les sous-seigneurs, les sous-héros. Je pense qu'il y avait déjà eu le cas dans celui bretonien, où il y avait l'espèce de héros, enfin de héros paysans qui vont être pris. Mais là, c'est une toute autre, parce que je trouve qu'il est bien mieux et bien plus jouable. Parce que derrière, les guerriers du chaos, tout est cher. Et là, ils ont une unité vraiment pas chère qu'ils peuvent jouer, qui est déjà magicien niveau 1. Voilà. Donc il a une règle qui dit qu'il peut ne joindre que des figurines qui ont la marque du chaos sur eux, enfin la Dark Pawns, c'est la patoune du chaos. La patoune sombre, excusez-moi, la patoune sombre. Et il a une règle de sacrifice qui dit qu'il peut sacrifier simplement, comme la dague chez les Undead, il peut sacrifier une figurine de son unité et avoir plus un. Non, enfin pas plus un, il peut sacrifier une figurine et il a son nombre de points de vie, il augmente en valeur de lancement de son sort. Donc il peut avoir souvent un plus 1 parce qu'il peut joindre que des gens qui ont la patoune du chaos. Et son arme, elle donne quand même AP-1, frappe en premier. En vrai, de base, j'irais c'est nul, mais avec CC5 force 4, il y a moyen de chercher un petit point de vie ou quoi, d'avoir un petit personnage pour pas grand chose. Enfin, un champion d'unité ou quoi, sur pas grand chose. Surtout que, comme c'est un personnage, s'il tue en combat, il a quoi? Il a un rôle sur l'œil des dieux, ne pas oublier. Il a accès au domaine du chaos, enfin au sort élémentaire du chaos, mais il n'a pas les marques, donc voilà, que celui de Individe. Oui, ce qu'il a, et les deux règles là qu'on a déjà expliquées. Donc vraiment un super profil, je trouve ça génial. Le fait qu'il ait accès à 25 points fait en sorte qu'on va à chaque fois mettre un petit objet magique, mais on va pouvoir le rendre hyper spécialisé. Dire, ce personnage va servir à ça, je lui paye juste les 25 points, il va faire ça pendant toute la partie. Je trouve ça vraiment bien. Juste dommage, pas de monture, mais logiquement, ce que vous allez voir plus tard, juste maintenant, on a les cultistes du chaos. Donc littéralement, des humains qui ont complètement vrillé. Ils ont décidé d'aller en mode full support du chaos, c'est bien mieux que Sigmar et tout ce qui va avec. Donc c'est clairement de la milice, parce qu'ils ont armes de base additionnelles ils ont armes de base additionnelles et armes de jet. Ou alors vous les mettez en archer de l'Empire, on va dire, c'est soit des milices, soit de l'archer de l'Empire. Même profil quasiment. Sauf qu'ils ont des règles spéciales. Premièrement, la marque du chaos est divided, donc moi je trouve ça trop fort, ça relance la peur, panique, terreur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur un flanc, ça peut fonctionner sans avoir besoin d'un support de général ou un support de commandement. Ils ont open order et tirailleur, donc deux configurations qui fonctionnent très bien dans le jeu actuellement, qui sont très fortes. Ils ont embûcheur de base, donc embusqueur gratuit, et ils ont cette règle-là que je vous lirai juste après, et ils ont warband, donc c'est-à-dire que ils peuvent augmenter leur commandement jusqu'à 8, 9, enfin, si vous avez mis un champion 8 ou 9, et même jusqu'à 10 si vous mettez les 20 gars dans l'unité. Il n'y a rien à dire, hein, c'est très bonne unité. En fait, c'est des profils classiques, mais c'est toutes les règles derrière et la manière d'utiliser qui va changer. Et donc, la règle qui est vraiment rajoutée, c'est plus 1, moins 1 lorsqu'on dit s'ils arrivent en embuscade. Et surtout, ils peuvent se déployer à 4 pas au lieu de 8 quand ils arrivent en embuscade. Mine de rien, ça change tout dans la manière de la jouer parce que, en fait, on a clairement envie de la jouer en embuscade. On peut clairement jouer un petit personnage avec en embuscade qui peut être sympa. Et le fait qu'on arrive à 4 pas, ça veut dire vraiment on peut mettre la pression assez facilement. Ils peuvent jouer en tirailleur, donc ils peuvent un peu se faufiler là où ils veulent. Je trouve que c'est une super unité. Est-ce qu'elle sera jouée? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est quand même une très très chouette unité. Ah oui, et donc ils ont la patoune du chaos, donc que quand cette unité est détruite ou fuit un combat, on ne fait pas de test de panique. Quand elle fuit à travers une unité, elle ne doit pas faire de panique. Donc c'est une sorte de... C'est comme les gnoblards, c'est l'équivalent des gnoblards en ogre. Mais voilà, génial, rien à redire pour l'instant. Les objets corrompus, donc dernier segment de Game Workshop nous propose des objets magiques. Là-dessus j'avais un peu peur, quand ils annonçaient encore des objets magiques, sachant qu'ils en avaient rajouté le dernier Arcane Journal, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont encore rajouter? Est-ce qu'on va avoir du power creep où à chaque fois on va rajouter un en force, un en AP, donc en fait 2 armes égales à quasiment le même coup, mais elle a plus en AP donc elle va être meilleure. Non, ici ils ont dit le pari, on va prendre des objets magiques qui sont pas si chers, hein, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de gros objets magiques, mais ils ont tous un contre-coup qui peut être très mauvais ou on s'en fout. Vous allez voir pourquoi. Donc premièrement les armes, donc une petite arme, plus en force, plus en AP-1, extra attaque D3. Donc là on me dit, ça on dirait une cracking blade du pauvre. Oui, sauf que si vous ne faites aucune blessure
avec cette arme, vous prenez D3 touches de force 4 P1. Donc moi je trouve que c'est une bonne arme sur un gros monstre, parce qu'il a une bonne endurance et donc il s'en fout du contre-coup. Par contre sur un personnage à cheval ou un personnage à pied, il y a un risque que vous tuez vous-même avec cette arme. Donc ne pas mettre dans toutes les mains, en vrai. Peut-être dans un personnage qui a coup fatal, ou enfin un truc dans le genre, un truc où en plus de tous les effets, vous pouvez sur un coup de chance réussir automatiquement. Mais voilà, il y a quand même un contre-coup qui est assez violent. 50 points, donc on peut le mettre sur quasiment tous les personnages héros, à dire niveau héros et pas sous-héros, comme j'expliquais plus haut. Mais quand même, je trouve que pas top. En plus, il n'y a pas une bonne AP. C'est à la limite, moi j'aurais préféré force normale, mais AP2 ou AP3, je me dis, ah pourquoi pas. Parce que si on blesse, on blesse. Mais là, avec AP1, beaucoup de chances que le mec en face il survive, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on la verra pas beaucoup. Le fléau, que moi je trouve est très fort, c'est littéralement une arme lourde, avec Armor Bane 1, donc comme une arme lourde, attaque magique normale. Oh, blessure multiple 2, c'est pas mal. Et surtout, pas de deux mains. Un fléau à une seule main. Donc est-ce que c'est un oubli? Peut-être, mais en tout cas, ça veut dire que vous pouvez avoir un bouclier avec. Et il a la règle des fléaux, c'est-à-dire que le bonus de force et l'Armor Bane, c'est uniquement quand vous comptez comme ayant chargé. Enfin, vous chargez ou vous comptez comme ayant chargé. Et alors, si jamais vous roulez un 1 pour la blesse, vous avez moins en initiative. Autrement dit, on s'en fout. Quand on voit les deux contre-coups, moi je préfère vraiment tomber à initiative 1 que me prendre des tatanes de force 3, force 4 P1 qui peuvent potentiellement m'achever. Ah oui, le moins en initiative, c'est pour le reste de la partie. Donc ce fléau, je le trouve trop bien parce que je trouve que c'est une sorte de lame ogre améliorée. Parce que vous avez plus de en force, vous avez de la paix, je pense la lame ogre avec l'Armor Bane. Et vous avez blessure multiple 2 comme là. Alors oui, le bonus de force, on l'a pas tout le temps. Mais si vous le mettez sur un cavalier qui charge, mais quelle brute ça devient. Ça devient vraiment une brute. Évidemment, s'il passe pas sa charge, il perd tous les bonus. Mais il doit normalement passer sa charge. C'est juste, voilà, ça peut arriver que vous passez pas votre charge. C'est le fait de jouer à un jeu avec des dés. Mais je trouve cet équipement vraiment bien. Et surtout le fait de pouvoir, en plus pour 45 points, vous pouvez mettre le Charm Shield, avoir l'invue à 5. Je trouve ça vraiment très bien sur un petit héros, enfin sur n'importe qui. Je trouve que celui-là, il est quand même très fort. Le Grim Verdict, donc là aussi 40 points, donc quand même un petit billet, mais moins. Hein. On descend, il y a des petites ristournes. Plus 3 en force, donc il n'y a pas beaucoup d'armes qui donnent autant de bonus de force, donc pas mal. AP1. Armor Bane 2, donc il y a vraiment moyen. Charge Furieuse, donc ça commence à faire beaucoup. Impétueux, quand même le contre-coup. Attaque magique, 2 mains et frappe en dernier. Donc il y a quand même 3 contre-coups dedans, donc impétueux à 2 mains et frappe en dernier, donc pas de bouclier avec ça. L'adversaire peut vous taper dessus avant, mais vous allez envoyer comme des patates de force 3 à P1. Mais le contre-coup encore supplémentaire, on va dire, de tous ces bonus, c'est que si vous perdez un round de combat, vous perdez un point de vie. Vous pouvez faire une invue et une régène dessus, mais si vous perdez un combat, vous perdez un point de vie. Donc ça peut potentiellement vous achever, contrairement à celle-là qui est, on va dire, conditionnelle à l'endurance, etc. Là, c'est vraiment, vous perdez un point de vie sec et précis. Donc, sur un héros, je pense que c'est un peu trop téméraire. Mais sur un seigneur ou sur un gros personnage, plus 3 en force, hein. Vous pouvez monter à force 7, force 8 avec la plupart des personnages facilement. Charge furieuse, donc vous pouvez gagner une attaque. Ok, vous êtes impétueux, mais voilà, avec ça, normalement, vous voulez aller au corps à corps, vous voulez chercher quand même la bonne cible. Ça peut être minimisé par vétéran, ça peut être minimisé par les morts vivants qui relancent les tests de commandement. Si vous êtes déjà impétueux, ben, en fait, vous en foutez, donc les Bretoniens, le Dragon du Chaos. En vrai, aussi, je trouve que ces deux-là sont très très bien écrits, et là, le contre-coup, il peut être violent. Dernièrement, une arme de tir pour les petits champions d'unité. Moi, je pense aux ailes Sylvain directement, et vous pouvez enfin avoir des bonnes armes de tir magiques. 30 pas, très bonne portée, force 5, très bonne force, AP1, un peu faible, mais ça fonctionne. Armor Bane, toujours bien. Attaque magique, évidemment. Tir multiple 2, et si une figurine de plus de 2 points de vie subit une blessure, donc vraiment que vous n'avez pas sauvegardé, il perd un point de vie à cause de ça, il a moins en initiative jusqu'à la fin de la partie. Ok. Si vous n'arrivez pas à blesser après en retirant sur cette même cible, l'effet est perdu. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti la deuxième petite phrase. Mais ce que je retiens surtout, c'est que vous pouvez avoir une chute arme pour aller finir des trucs avec un champion d'unité. Oh, il y a une machine de guerre, il manque un point de vie. Boum, vous pouvez essayer de tirer dessus. Oh, j'ai mis toute ma phase de tir, il me reste une unité pour achever un personnage ou quoi, ou une unité d'élite, il reste un ou deux gars, vous lui chopez les points, il y a lui. Donc, très bonne arme, donc fonctionne aussi sur les personnages, mais je trouve que pour 20 points, les champions d'unité peuvent en profiter. Donc voilà, très très bonne. Donc pour l'instant, à part la première que je trouve un peu moyenne, les trois, je me dis,
C'est risqué, mais ça vaut le coup. Enfin, celle-là est risquée, mais les deux autres, ça vaut le coup. En armure magique, ça, on va vite passer dessus, mais cavalerie et infanterie uniquement. J'ai l'impression qu'ils ont été traumatisés de mettre ça sur les personnages, il y avait des abus. Excusez-moi, les personnages, les gros monstres, donc les dragons principalement. Vous relancez. Donc c'est une armure légère. Excusez-moi, c'est une armure légère. Ok, donc moi je pense aux guerriers du chaos qui peuvent l'avoir avec leur plus en endurance, là, avec les nouveaux dons. Enfin, c'est pas les dons, mais j'ai oublié le terme exact. Vous pouvez relancer toutes les sauvegardes d'armure ratées. Pourquoi pas. Cependant, si vous perdez un seul point de vie, cet effet est perdu et ça ne compte pour une armure légère pour le reste de la partie. Sachant qu'il y a armure légère dit potentiellement une sauvegarde maximum à 4+, ou 3+, la 2+, c'est quasiment inatteignable. Ben, je vais pas vous mentir, c'est nul. Pour 40 points surtout, c'est nul. Elle aurait été à 20 points, je me dis, ah pourquoi pas, etc. Mais pour 40 points, impayable. Vraiment impayable, je vois pas aucun intérêt de la jouer. Ok, on peut relancer les sauvegardes d'armure ratées, mais vous en ratez une seule, ça va tellement vite, ça peut être tellement vite. Donc voilà, je ne la trouve pas vraiment bien écrite, celle-ci. Pour moi, objet magique poubelle. Les fausses promesses, elles envoient du rêve. Infanterie ou cavalerie, le porteur gagne 1 en endurance, 1 point de vie, et devient stupide. Donc contre-coup quand même violent, sachant que la stupidité, vous avez +1 au rôle, si vous êtes déjà stupide, parce que vous dites, ah tant pis je mets sur un personnage qui est stupide, mais si vous êtes déjà stupide, il a +1 à son jet de stupidité. Donc c'est meilleur que -1 en commandement, parce que ça veut dire que vous gardez votre commandement pour tous les autres tests, mais vous avez +1 à ce jet-là particulièrement. Incroyable, c'est-à-dire que vous pouvez faire des super persos burinés. Attention quand même, la stupidité peut vraiment vous jouer des mauvais tours. Encore une fois, ça peut être mitigé par vétéran. Un commandement très élevé, évidemment, comme on dit, on pense aux elfes ou aux elfes 20. Ou la bannière des morts vivants, encore une fois. Mais vraiment, on pouvait faire un personnage qui a endurance 5, voire même endurance 6 pour de la cavalerie. C'est dur à aller chercher. Hein. Et même en duel, je veux dire, pour aller chercher un dragon, vous avez plus de tankiness si vous avez une bannière qui vous empêche d'être piétiné, par exemple. Ça commence à devenir sexy. Hein. Et le manteau qui permet le manteau des ombres, on va appeler ça comme ça. Donc, que l'infanterie, c'est l'armure légère, logiquement. Le porteur ne peut pas être pris pour cible par n'importe quel tir ou sort si le joueur est à plus de 6 pas. Incroyable. Incroyable. Comment se faufiler dans une armée? Vous pouvez prendre ça. En plus de ça, vous avez +1 en mouvement. Incroyable. Moi, je trouve vraiment un truc incroyable. Vous avez des super bonus. Le contre-coup, vous gagnez l'honneur, donc l'arrêt qui vous empêche de rejoindre d'autres unités. Vous allez dire, c'est-à-dire que le mec doit être tout seul. Oui, mais quand vous voyez déjà ça, il a envie d'être tout seul, déjà de base. Parce qu'il a plus de mobilité, souvent les mecs qu'on va travailler avec lui vont pas avoir cette mobilité-là. Et alors, petit sous-point, c'est que la règle l'honneur vous empêche de rejoindre d'autres unités, sauf ceux qui ont aussi de l'honneur. Donc ça permet à certains personnages de rejoindre certaines unités que normalement il n'a pas le droit de rejoindre. Trop bien, vraiment, super objet, hâte de le voir jouer. L'amulette d'attraction des sorts, vous allez voir que ça, pour moi, c'est une dinguerie. Et ça vraiment... Vous n'avez pas d'anti-magie dans votre armée? Vous avez de l'anti-magie maintenant dans votre armée. Le porteur, une fois par tour, peut décider de devenir la cible d'un sort dont une unité à portée de commandement est la cible. Donc, comme votre général, à 12 pas, il y a une unité qui se prend un projectile magique, vous n'avez pas envie qu'il se la prenne, vous faites un test de commandement. Si vous réussissez, c'est lui qui se la prend au lieu de son unité. Tout simplement incroyable. Comment empêcher des unités de mourir avec ça? Comment empêcher des combos avec ça? C'est-à-dire qu'on pense aux morts vivants qui jouent la nécromancie pour, par exemple, mettre le -2 en commandement. Vous pouvez dire, ah non, c'est pas l'unité là qui va se faire crier dessus, c'est moi. Il y a une boule de feu qui passe sur mes éthérés parce que voilà, le mec a réussi à bien se mettre, etc. Ah non, c'est lui qui se prend un boule de feu. Ça reste conditionné à un test de commandement. Encore une fois, vétéran et les morts vivants, ça permet vraiment de fiabiliser ça, mais pour 25 points, c'est pas cher. Hein. 25 points, ça se paye. Et alors, c'est un talisman, c'est-à-dire qu'un sorcier peut l'avoir. C'est-à-dire qu'un petit personnage, le personnage ici, guerrier du chaos, le cultiste peut l'avoir. Il a quand même un bon commandement. Commandement 8 pour la portée de commandement, mais c'est quand même très très fort pour ce que c'est. Et je trouve que ça va être joué vraiment beaucoup pour les armées qui veulent se protéger de la magie. Le périapte d'échange d'âme, un talisman, ok. Au début de votre phase de commandement, usage unique, vous l'utilisez, vous sacrifiez des 3 modèles à portée de commandement, mais vous gagnez le nombre de points de vie que vous avez enlevé. Enfin, le nombre de figurines que vous avez enlevé, pas de points de vie, parce que vous tuez 3 minotaures, vous gagnez pas 9 points de vie. Vous enlevez juste 3 minotaures, vous gagnez 3 points de vie.
je trouve bien, parce que ça rappelle quand même la potion de soin, mais pour 20 points, je trouve que c'est trop fort, parce que ça veut dire que si vous jouez dans la Horde du Chaos, vous pouvez sacrifier 3 Ungor et potentiellement donner 3 points de vie à votre seigneur sous dragon. Autrement dit que le mec en face il tire la gueule si ça arrive pour 20 points, et comme on a dit qu'avant, dans la liste Horde du Chaos, vous n'avez pas spécialement besoin de votre général d'avoir comment ça s'appelle, la faveur des dieux, mais ça permet de rentrer cet objet-là sur un Lord sur dragon. Ça fait chier. En vrai, ça ferait chier. Moi, je mets toute ma phase de tir, le mec reste 1 ou 2 points de vie, il gagne 2 points de vie au tour d'après, je suis en mode... c'est chiant. Donc, je suis pas trop fan. Ok, il y a un contre-coup, mais un personnage sur monstre, il a 18... Enfin, un général sur monstre, il a 18 pas. Il y a d'office des unités à portée commandement pour pouvoir le faire. Donc, je suis pas fan de cet objet. Je trouve que ça, c'est pas un bon point par Game Workshop. La bannière la plus inutile du jeu, la voici. Vous pouvez, quand vous devez faire un test de peur, panique ou terreur, vous lancez 3 dés à la place de 2 et vous enlevez le plus haut. Trop bien. Ok, 50 points. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Parce que les unités d'élite, soit elles auront vétéran, soit elles auront un bon commandement, donc pas spécialement besoin. Et les unités, on va dire à chair à canon, vous ne voulez pas mettre 50 points sur une bannière comme ça. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et le contre-coup de la bannière, vous ne pouvez pas utiliser la présence charismatique de votre général. Donc même sur un flanc, pour sécuriser un flanc, en fait ça coûte trop cher. Je préférais payer 10 Ungor que de payer cette bannière, donc on va oublier. Par contre, ils sont rattrapés, deuxième bannière, incroyable. Utilisation unique. Lors de votre phase de mouvement, une unité qui a cette bannière peut, une fois par partie évidemment, parce que c'est usage unique, faire redresser les rangs avant de bouger. Donc comme c'est après les charges, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous mettre de colonne de marche en ordre serré classique pour pouvoir charger. Non, c'est à votre phase de mouvement. Mais ça c'est incroyable, c'est une sorte de mini bien entraîné, mini drilled, déphasé du tour d'avant. Vous avez une unité sur un flanc qui, je ne sais pas pourquoi, elle est mal mise, etc. Elle est en colonne de marche, vous la faites rattraper une cible, une machine de guerre ou une scoring, etc. Mais en vrai, vous devez attendre qu'elle vous charge. Ben non, vous pouvez le faire le tour avant lequel vous prévoyez de charger. Hop, vous remettez en ordre normal, vous faites votre mouvement normal, et oui, potentiellement, vous pouvez le charger. Mais je trouve que cette bannière pour 15 points, incroyable. Surtout 15 points, c'est-à-dire que toutes les unités qui ont accès à une bannière magique peuvent l'avoir, parce qu'en général, c'est 25 points de limite. Donc, incroyable bannière, et j'ai hâte de l'avoir joué encore une fois. On fait les objets magiques et les objets arcaniques, et c'est fini les gars. Come on y arrive. L'anneau de Doom, excellent. C'est le Doombolt, donc j'ai oublié le nom en français, donc l'élémentaire de Dark Magic pour puissance 2. Donc 25 points puissance 2, c'est pas mal. Cependant, un petit contre-coup, chaque fois que vous lancez le sort, votre adversaire lance un dé, et sur un 4+, votre sorcier perd un point d'endurance. Autrement dit, le contre-coup, on s'en fout. Vous passez 3 Doombolts, il peut avoir moins 3 en endurance, vous vous en foutez parce que les Doombolts auront fait leur boulot. Surtout, il a 25 points, et comme je l'ai rappelé, le petit personnage là a droit à 25 points d'objet magique. Donc je trouve ça incroyable, vous pouvez avoir 2 Doombolts pour 80 points. Tout simplement. Le suivant ici que de la cavalerie, donc un objet enchanté. Votre monture gagne plus en mouvement, plus en force et plus en attaque. Par contre, il gagne l'impétueux. Donc encore une fois, si votre monture a déjà impétueux, vous en foutez. Et surtout, si vous êtes vétéran ou mort-vivant, vous pouvez mitiger un peu le cas. Mais surtout, plus en force, plus en attaque. Toutes les créatures monstrueuses, les cavaleries monstrueuses vont se donner à cœur joie. Demi-griffon, Pégase. Bon, Pégase est un peu moins fort, mais Pégase quand même. Monture démoniaque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en orc et gobelin le squig. Le squig devient incroyable. Déjà de base il est fort, mais alors le squig de caverne pour un gobelin pour 15 points. Hein. Euro-gobelin il coûte 55 points. Le seigneur gobelin il coûte 55 points. Avec ça dessus, le personnage dessus. Le personnage est incroyable, donc trop bien. En plus lui il s'en fout de l'impétueux parce qu'il est en mouvement aléatoire. Donc. Je trouve que cet objet est trop bien et je pense qu'il va être beaucoup joué, un peu trop à mon goût, mais bon, voilà, c'est comme ça. Électricité de pouvoir, usage unique. À votre phase de commandement, vous décidez de l'utiliser. Vous gagnez plus en attaque, plus en force, plus en initiative. Par contre, quand les effets se dissipent, donc au tour d'après, vous perdez un point de vie. Et on ne peut pas avoir de régénération dessus, ni d'invue, ni rien. Vous perdez un point de vie sec et méchant. J'adore. 15 points, c'est vraiment l'espèce de potion de la dernière chance. L'armée va se faire détruire. Hop, j'essaie, je donne tout pour le coup. Je sacrifie ma force vitale pour essayer de faire quelque chose. Surtout que ça marche très bien potentiellement au dernier tour.
parce que vous n'aurez pas de perte de points de vie vu qu'il n'y aura pas cette prochaine phase de commandement. Ça se dissipe, donc si vous avez le dernier tour, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais sinon, sur un duc bretonien qui doit faire une charge, avec la vertu qui donne des 3 d'attaque, vous pouvez avoir 5, 6, 9 attaques. Avec une Cracking Blade, vous pouvez monter à 15 attaques, enfin voilà, maximum. Pourquoi pas, ça fonctionne bien, c'est vraiment un bon objet, c'est pas très cher, donc on peut le jouer avec des petits personnages, des gros personnages. Encore une fois, un personnage qui a coup fatal avec ça fonctionne très très bien. C'est vraiment tuer une cible, prendre un assassin quoi, aller chercher la cible en mode toi je vais te défoncer ce tour-ci, je te défonce. En objet arcanique, on a la Rod of Might, qui clairement ne va, je pense, jamais être jouée parce que vous avez +1 pour caster les sorts. Pas mal. Cependant, double 1, double 2 fiasco à la place de double 1. Ok, donc le +1 pour cast c'est pas mal, mais c'est très cher pour 50 points. Et en plus de ça, vous avez le contre-coup. 30 points, ok, 50 points, beaucoup trop cher. Sur un petit sorcier, vous n'avez pas envie de le mettre. Parce que vous préférez payer un niveau 3 directement si vous avez la possibilité. Et sur un gros sorcier, en fait, déjà, s'il a beaucoup de bonus de lancement, à la limite, pourquoi pas, pour avoir du +4 ou +5, mais en fait, le fiasco sur double 1, double 2, est trop embêtant. Le parchemin d'invocation, un seul par sorcier, et heureusement, usage unique, comme tous les parchemins. Il peut utiliser, et le sort que vous lancez est immédiatement lancé avec sa valeur minimum. Ça, c'est spammable, en plus il y a l'astérisque. J'aime bien, parce qu'il y a un côté où vous voulez absolument lancer ce sort, vous dites, je craque le scroll maintenant, et votre adversaire pourra évidemment essayer de le dissiper, mais vu que vous allez savoir à quelle phase vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vous mettre hors de portée de dissipation. Je pense à certains sorts qui sont à 10+, je pense à la colonne de cristal, il y a quand même, ou à 9+, le démonique vaisselle, parce que vous avez besoin. Vous pouvez vous mettre hors de portée, l'utiliser à ce moment-là, et votre adversaire, il aura juste sa fatidique pour essayer de vous dissiper. Incroyable. Vraiment trop bien. Pour 30 points, c'est comme les autres parchemins, plus ou moins du jeu, c'est entre 20, 30 ou 40 points. Très bien, et ça fonctionne très bien. Le familier infernal. Excusez-moi, le propriétaire du familier infernal a Doombolt, encore, ou alors des Winds of Magic. Donc ça, j'ai oublié ce que c'est, mais je pense à ceux des guerriers du chaos, je pense. Donc, pas mal déjà, c'est un objet de sort pour 25 points. Ça, c'est une sorte d'objet de sort pour 25 points, parce que il faut que vous soyez sorcier pour pouvoir le sélectionner, mais vous pouvez avoir Doombolt en plus. Vous pouvez avoir tous vos sorts et Doombolt. Incroyable. Cependant, si vous faites un fiasco, vous oubliez complètement le sort pour le reste de la partie. Mais ça n'empêche que je trouve ça très 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 fort aussi, parce que ça vous permet d'avoir encore Doombolt. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment le pousser en avant, parce que vous avez potentiellement, vous pouvez l'avoir. Allez, vous payez 2 sorciers, vous pouvez l'avoir 4 fois. 2 sorciers à 80 points, boum, 4 Doombolt. Ah, les régiments de gobelins, ils vont moins rigoler. Et donc, voilà pour l'ensemble de l'Arcane Journal. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir, ce qu'on va revenir à la deuxième page? Eh bien, que Game Workshop, je pense, a fait du très 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 bon travail. Comme je vous l'ai dit en introduction, pour moi, c'est le vrai premier Arcane Journal. Je pense, partant du fait que le livre a été réédité, voilà, on a eu la version bêta pendant 2 ans, là on a la vraie version du livre, et là on a le vrai premier Arcane Journal. Ça introduit une nouvelle liste d'armées, donc ça on a déjà l'habitude. 3 nouvelles manières de jouer de la magie, de suppléments magie, cumulables, non cumulables, on va dire modulables comme on veut, très bien. Un scénario exclusif, 2 nouveaux personnages, 3 profils de personnages à personnaliser comme on veut pour faire du narratif à fond les ballons. 2 nouveaux profils de cultistes, donc un peu de masse dans les armées, sous les guerriers du chaos qui n'en ont pas de base, et des objets magiques, mais pas des simples objets magiques, des objets magiques avec des contre-coups. D'ailleurs, petit point sur les objets magiques, moi je vous conseille vraiment de les garder sous la main, ces pages-là imprimées au début, parce que les contre-coups, on va souvent les oublier, ou pas savoir ce que c'est, parce que voilà, que votre adversaire va se rappeler des points positifs, mais pas des points négatifs. Donc, ce serait quand même bien de les avoir pour les travailler plusieurs fois et afin de l'avoir par cœur, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de contre-coups différents, que ce soit de l'impétueux, de la stupidité, des blessures si on fait ça, on fait pas ça, etc. Donc voilà, j'avais quand même peur avec les nouveaux objets magiques communs, on me disait oh ils rajoutent encore une couche dessus, mais comme on peut voir il y a quand même beaucoup de trucs originaux avec des vrais contre-coups.
Et il y a juste des trucs qui vont être trop chers et jamais joués, et la plupart sinon vont être, je pense, assez bien joués dans beaucoup de situations. Donc voilà, c'était ma revue sur l'Arcane Journal. Pour moi, Game Workshop a fait du très bon travail, et sachant qu'il y en a 2 autres dans les rumeurs qui sont annoncées de ce genre-là, ben, ça peut annoncer que du bon. Ça peut annoncer que du bon s'ils font ça sur, je sais pas moi, les Bretoniens et l'Empire, une armée fusionnée, sur les orques et gobelins, ça ferait du bien, ce qui se passe de leur côté, les elfes sylvains, les Oelfs, enfin plein de choses comme ça. Pas spécialement des listes d'armées fusionnées, mais une liste d'armées avec rajouter certaines unités dans certaines conditions. Moi j'ai hâte de voir ce que Game Workshop va faire. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce qu'avec cette longue vidéo de cet Arcane Journal, est-ce que vous aussi vous êtes aussi, pas dire excité, mais vous êtes vraiment envieux de savoir ce qu'on va sortir plus tard, s'ils vont sortir encore des choses de cette qualité-là. Et on peut juste noter que Game Workshop a potentiellement des problèmes de production, parce que les profils des cultistes, ben, ils n'ont pas sorti d'armée, ils n'ont pas sorti de figurines. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage pour une unité comme ça qui est un peu originale, qui sort un peu de... Parce que je pense que dans les anciennes versions, on n'avait pas ce genre d'unité qui existait, ou alors vraiment dans des suppléments un peu particuliers. Ici, ils disent bien, on peut les jouer dans n'importe quelle armée du guerrier du chaos. Incroyable. Et ici aussi. Donc en fait, ils ont rajouté à la liste d'armées des nouvelles figurines qui vont être incroyables. Donc voilà, ça je trouve que ça c'est pour moi c'est le seul bémol, c'est qu'ils n'aient pas sorti les cultistes avec le nouveau. Évidemment, ils sortaient le nouveau guerrier du chaos, le nouveau maraudeur. Enfin voilà, je pense qu'ils sortent le plus qu'ils peuvent, mais ça aurait été quand même bien sortir les cultistes parce que autant les couronnes renégates du dernier Arcane Journal, c'est toute une gamme à sortir entre guillemets de figurines originales impossible. Là, il y avait potentiellement une unité en plus des refontes à faire. Bon, c'est pas grave. J'espère que dans le futur on aura un petit rattrapage. Ils vont nous les sortir bien beau, tout chaud. Mais en tout cas, moi je suis très content de cet Arcane Journal. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps. C'était Stormy. À plus.